Bienvenue dans cette 6e leçon de la formation LinkedIn, leçon qui me plaît particulièrement parce qu'on aborde le sujet de l'algorithme. Et l'algorithmie m'intéresse particulièrement parce que je suis informaticien. Mon métier, entre autres, c'est parfois d'écrire des algorithmes et parfois de comprendre comment ces algorithmes ont été écrits afin d'aller dans leur sens, afin de leur donner ce qu'ils souhaitent avoir. Et là, j'entends tout de suite quelqu'un qui va dire « Ouh, mais attends, moi, ça ne m'intéresse pas de travailler pour un algorithme, de me plier aux souhaits et aux désirs d'un algorithme. Ce qui m'intéresse, c'est l'humain. Ce qui m'intéresse, c'est les résultats concrets et c'est pas du tout travailler pour des robots ou pour l'informatique. » Et vous avez raison, mais on va éclaircir tout ça et on va voir pourquoi le fait de comprendre l'algorithme et aller dans le sens de l'algorithme n'est pas du tout incompatible avec le fait de rechercher l'humain avant tout et vouloir obtenir des résultats concrets et pas juste faire des scores pour des scores. Mais puisqu'on va parler beaucoup d'algorithmes et on va utiliser souvent ce mot, ça vaut la peine peut-être de définir de quoi on parle. C'est quoi un algorithme? Alors sur la page de Wikipédia, c'est expliqué qu'un algorithme est une suite finie et non ambiguë d'instructions et d'opérations qui permettent de résoudre un certain type de problème. Par exemple, comment on crée un origami. Est-ce que c'est bien origami le mot? Non, c'est pas ça. Ici, l'exemple, c'est si on a une certaine forme, comme ici ce polygone, et on veut obtenir que des triangles, comment est-ce qu'on doit faire? Eh ben voilà, une ligne ici, une ligne ici, une ligne ici, etc. Et à la fin, on a toute une série de triangles. Un autre exemple d'algorithme, ça pourrait être une recette de cuisine. Comment on arrive à, je sais pas, obtenir un bon hamburger? Ah bah, première étape, recette de cuisine, hamburger, ok. Mais oui, comme des burgers qui sont de la haute cuisine. Donc, première étape, on fait ceci. Deuxième étape, on fait cela. Ensuite, si il se passe cela, on fait ceci. Sinon, on fait ceci, etc. Donc, d'un point de vue informatique, un algorithme, c'est une série d'instructions, c'est une recette de cuisine, c'est une procédure avec des conditions, avec des boucles, avec des répétitions, avec une entrée et une sortie, donc pour obtenir un résultat. Donc, lorsqu'on parle d'algorithme dans le contexte d'un réseau social, c'est comment un réseau social comme LinkedIn, mais c'est valable aussi pour d'autres réseaux sociaux, comment va-t-il prendre certaines décisions, ok ? Par exemple, je me connecte à LinkedIn, j'arrive sur ce qu'on appelle le mur ou le feed ou le flux. Comment LinkedIn décide qu'est-ce qu'il va me montrer? Il doit le décider. Il va suivre ce qu'il appelle un algorithme. Et ce qui nous intéresse à nous, en l'occurrence, c'est comprendre comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn pour faire en sorte que ce soit nos contenus qui soient le plus montrés aux bonnes personnes. Et là, il faut qu'on ouvre une parenthèse. Quand on parle de l'algorithme de LinkedIn, c'est un abus de langage. Parce qu'un logiciel ou une application comme LinkedIn n'a pas un algorithme, mais des centaines d'algorithmes. Mais on va simplement parler de l'algorithme pour dire en fait le comportement de LinkedIn. Et dans cette leçon, on se concentre sur les algorithmes qui s'occupent de donner de la portée ou de la visibilité à nos publications. C'est-à-dire, je publie un post, comment faire en sorte que ce post soit vu par un maximum de personnes? Et là, peut-être quelqu'un dira, mais moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas la quantité, c'est la qualité. En réalité, quantité et qualité vont de pair. Alors, j'ouvre une parenthèse. Dans les leçons précédentes, on a vu l'importance de créer du contenu et on a très bien compris que ce qui compte, c'est de faire du contenu de qualité, du contenu qui apporte de la valeur, du contenu qui va toucher le cœur ou va toucher là où ça fait mal, dans le sens positif du terme, de notre cible. Et ce qu'on veut, c'est faire de la qualité. Mais comment on fait de la qualité? En faisant de la quantité. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. C'est à force d'écrire plein de posts que nos posts s'améliorent et on devient un meilleur marketeur ou un meilleur créateur de contenu. Au niveau de l'algorithme, c'est la même chose. Comment on va apprendre comment l'algorithme fonctionne? C'est à force de faire de la quantité, à force de faire des tests. Mais on a aussi besoin de quantité pour avoir de la qualité. Alors je m'explique encore une fois. Imaginez que vous avez une boutique en plein centre-ville d'une grande métropole. Forcément, vous allez avoir beaucoup de quantité de gens qui rentrent dans la boutique.
Et grâce au fait qu'il y a une certaine quantité, il y aura aussi un certain nombre de ces gens qui sont de qualité, c'est-à-dire qui s'intéressent à vos produits. Par contre, la même boutique, si vous la mettez en plein désert, vous avez beau rechercher la qualité, vous n'allez pas la trouver. Vous n'allez pas trouver des gens de qualité, tout simplement parce que les gens de qualité sont inclus dans la quantité. C'est pour ça que le débat quantité-qualité est souvent un faux débat. Bien entendu qu'on préfère avoir quantité et qualité, ça c'est l'idéal, mais vu que ce qu'on recherche c'est qualité, on est obligé d'avoir la quantité pour avoir la qualité. C'est comme si quelqu'un qui fait du très bon vin ou du très bon raisin, bien sûr c'est son savoir-faire, les bonnes pratiques qui vont augmenter la qualité, mais il y aura beaucoup de déchets, c'est-à-dire qu'il part d'une certaine quantité, après il garde la petite quantité qui est qualitative. Ce que je veux dire par là, parce que sinon je digresse trop, c'est ne vous préoccupez pas trop de « Ah, je veux faire une toute petite quantité parce que je veux faire de la qualité ». En réalité, ça va de pair. C'est grâce à la quantité que vous allez faire de la qualité. Continuez à vouloir chercher la qualité, mais c'est grâce à la quantité que vous allez l'obtenir. Donc, autrement dit, pour comprendre quelle est la qualité que vous voulez livrer à vos lecteurs, il faudra aussi soigner la quantité. Je répète, pensez en termes de quantité parce que c'est la quantité qui va amener la qualité. Voilà, j'espère que je n'étais pas trop lourd avec ce passage. Donc, je souligne cet aspect. Il n'est pas du tout ici question de réduire la qualité, absolument pas. Mais puisque ce qu'on produit, c'est de la qualité, on veut qu'une très grande quantité de gens le voient. Donc ça va vraiment, vraiment de pair. Et justement, parce qu'on fait de la qualité, on veut qu'une grande quantité de gens le voient. Parce que si on fait de la qualité et personne ne le voit, c'est dommage, c'est du gaspillage. Donc, on fait de la qualité, oui, mais pour rentabiliser notre qualité, on veut qu'une grande quantité de gens voient ce qu'on fait pour que cette quantité de gens amène d'autres personnes à voir la qualité qu'on a fait. Deuxièmement, c'est en faisant beaucoup de qualité qu'on apprend à faire, en faisant une grande quantité qu'on apprend à faire beaucoup de qualité. Et troisièmement, il est évident qu'on ne veut pas faire juste de la quantité sans qualité parce que sinon, on se tire une balle dans le pied, ça n'a aucun sens. Le but est en aucun cas de faire du chiffre, en aucun cas de dire regarde mes vanity metrics, combien de vues de mon profil, de mes posts. Non, on veut vraiment à la fin faire des conversions, des gens qui nous contactent, des gens qui veulent travailler avec nous. Ok, mais pourquoi alors vouloir plaire à un algorithme? Pourquoi vouloir plaire à une machine? Puisque ce qu'on veut faire, c'est ok de la quantité, mais surtout de la qualité qui va avec. Pourquoi? Parce qu'on dit non, mais moi j'écris pour les humains et pas pour une machine. Alors encore une fois, vous avez parfaitement raison. Mais il faut vraiment, encore une fois, comprendre que les deux vont avec. On ne peut pas dissocier l'humain de l'algorithme. Pourquoi? Parce que les algorithmes sont partout dans la vie et les algorithmes ont été conçus pour être au service des humains. Prenons le cas de LinkedIn. Le but de LinkedIn, c'est quoi? C'est de gagner de l'argent. Ok, LinkedIn appartient à Microsoft. Le but, c'est de gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent, Microsoft a besoin de l'attention des gens. Pourquoi? Parce que grâce à ça, LinkedIn, donc Microsoft va vendre des abonnements premium à plus de 100 francs, voire 150 ou beaucoup plus par mois. Donc ils vendent des services, abonnements premium, et ils vendent aussi de la publicité. Donc pour que les gens achètent cette publicité, pour que les gens achètent ces abonnements, il faut qu'un maximum de gens restent sur la plateforme LinkedIn. Donc LinkedIn a besoin d'obtenir l'attention des gens. Pour obtenir l'attention des gens, pour que les gens restent sur LinkedIn, LinkedIn a tout intérêt à mettre en avant les contenus que les gens veulent. Donc, l'algorithme a été conçu pour avoir l'attention des gens. Et c'est ce qu'on veut aussi. Nous, on a besoin de visibilité si on souhaite plus tard faire des affaires, créer des opportunités. Donc, ce que veut LinkedIn, c'est la même chose de ce qu'on veut nous. En fait, on peut voir l'algorithme comme étant dans notre équipe, comme étant un allié. Pas quelque chose qu'on doit battre, qu'on doit combattre, quelque chose qui est contre nous. Bien sûr que les algorithmes sont perfectibles, mais les algorithmes d'aujourd'hui sont meilleurs que ceux de l'année dernière. Et ils sont pires que ceux de l'année prochaine. Donc on peut s'attendre qu'en général, ce n'est pas toujours le cas, mais en général, les algorithmes vont progresser. En général, les algorithmes vont comprendre de mieux en mieux
qui est-ce qui a de la valeur pour notre audience. Et donc, comprendre comment fonctionne l'algorithme, c'est comprendre ce que veulent les gens. Encore une fois, c'est un faux débat de distinguer les gens de l'algorithme. On vit une époque algorithmique, si on veut, et de plus en plus avec les intelligences artificielles, j'utilise ce pluriel, et même si ce terme vaut ce qu'il vaut, hein, intelligence artificielle, voilà, de plus en plus on peut s'attendre à ce que les ordinateurs, les algorithmes, les intelligences artificielles vont nous comprendre, je mets des gros guillemets hein, parce qu'on humanise tout ça, mais il n'y a rien d'humain là-dedans, vont comprendre ou en tout cas vont nous donner toujours plus ce qu'on souhaite ou ce que nos clients souhaitent. Et donc, voyons l'algorithme comme un allié et pas quelque chose à combattre. Surtout qu'on dépense des énergies, du temps, de l'argent pour créer des contenus. Donc, si grâce à une compréhension de l'algorithme, au lieu d'aider 5 personnes, on peut en aider 50 ou 500, c'est beaucoup mieux et on a tout à y gagner. Alors voilà, comment on fait pour que nos posts soient le plus visibles et aient la plus grande portée? Donc des fois dans cette vidéo, je vais parler de portée, des fois je parle de reach ou de visibilité, c'est la même chose. Ça veut dire combien de fois un post ou une publication est vue ou en tout cas a été affiché sur l'écran d'un utilisateur. Alors imaginons que vous êtes Joël Freund, là vous avez écrit ce post, vous avez mis du temps, et lui il a même fait une petite vidéo, on a mis des énergies, on poste. Comment faire en sorte qu'un maximum de gens voient ce contenu? Si vous étiez LinkedIn, qu'est-ce que vous feriez? Puisque LinkedIn n'est pas intelligent, c'est juste une machine, quelle est la recette pour comprendre si ce contenu plaît aux humains? Parce qu'encore une fois, l'algorithme a pour objectif de montrer aux humains des contenus qui leur plaisent. Donc l'algorithme est au service des humains, il n'y a pas d'antagonisme entre l'algorithme et les humains. En tout cas, quand c'est bien fait, et on peut dire que l'algorithme de LinkedIn est plutôt bien fait. Eh bien, tout simplement, il y a une série de phases. Dans la première phase, je vais humaniser LinkedIn. Hein, on est d'accord que c'est pas un être humain, mais je l'humanise, je parle de lui comme si c'était quelqu'un, mais on est d'accord que c'est juste une série de scripts informatiques qui se succèdent. Donc, à un certain moment, LinkedIn doit dire « Ok, ce post qui a été créé, est-ce qu'il plaît aux gens ?» Eh bien, pour le tester, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller voir dans le réseau de ce Joël Freund, donc l'auteur, hein, là c'est un exemple, on prend l'auteur, et admettons que l'auteur, il a 1000 personnes qui le suivent. Tiens, je vais aller voir, lui il a beaucoup d'abonnés quand même, 22 000. Donc, LinkedIn va dire, ok, sur les 22 000, je vais peut-être prendre 5, 6, 7%, on ne sait pas. D'ailleurs, j'ouvre une parenthèse, désolé, hein, dans mes formations, des fois je passe du coq à l'âne. Il est bien entendu qu'ici, on va essayer d'expliquer ce qu'on sait ou ce qu'on comprend de l'algorithme de LinkedIn, mais il est bien entendu qu'on ne peut pas être catégorique, on ne peut pas être dogmatique et pour plusieurs raisons. La première raison, c'est qu'un algorithme comme celui de LinkedIn ou les algorithmes des réseaux sociaux sont par définition gardés secrets. Les équipes qui créent ces algorithmes, déjà c'est très peu probable qu'il y ait une personne au sein de l'entreprise qui connaît tous les algorithmes, c'est très très peu probable. Peut-être même la personne qui est la plus haute position ne les connaît pas, mais peut-être qu'une personne connaît cet algorithme, une autre personne connaît cet autre algorithme, en tout cas ceux qui ont écrit ou qui ont implémenté les algorithmes. Mais voilà, ces algorithmes sont tenus secrets, ils ne sont pas révélés, c'est comme des boîtes noires. Et aujourd'hui, quand on parle de l'algorithme, en fait, ce qu'on parle plutôt, c'est notre compréhension ou notre déduction de comment pourrait fonctionner l'algorithme. Et comment on fait ça? Simplement par des études, en faisant des tests. Il y a des cabinets qui font des tests, il y a l'expérience aussi, il y a aussi un petit peu l'intuition, il y a aussi ce qui paraît un petit peu logique. Et on arrive comme ça à des conclusions qui ne sont pas toujours vraies, parce que corrélation ne veut pas dire causalité. Je ne sais pas, tous ceux qui ont gagné un prix Nobel aiment le chocolat, mais ce n'est pas parce qu'on mange le chocolat qu'on va gagner un prix Nobel. On a juste remarqué que tous ceux qui ont gagné un prix Nobel aiment le chocolat. De même sur LinkedIn ou sur d'autres réseaux, on va remarquer des corrélations. Hein. On remarque que tous les posts qui ont telle caractéristique sont plus avantagés par rapport aux posts qui ont une autre caractéristique. Mais ce n'est pas forcément la cause, ça peut être juste une corrélation, donc un lien qui est établi. Mais à force d'établir beaucoup de liens sur plusieurs années, LinkedIn a plus de 20 ans, hein,
sur plusieurs années, établir beaucoup de liens, à force d'observer, avoir des gens qui font beaucoup de tests, avec un certain degré de certitude, on peut dire qu'il y a des choses qui vont plomber la portée de nos posts, qui vont faire baisser le reach, la visibilité, et il y a des choses qui vont plutôt booster ou avantager la visibilité de notre post. Bien entendu, c'est jamais un critère qui fait la différence, mais c'est l'ensemble de bonnes pratiques qu'on va mettre en place qui peut faire une différence positive, ou un ensemble de mauvaises pratiques qui peuvent faire une différence négative. Donc à la fin, c'est une pondération qui est faite. Donc, ce que je vais vous transmettre maintenant, c'est des éléments qui sont valables aujourd'hui. Voilà, ça aussi c'est important de le savoir. C'est valable aujourd'hui, peut-être que dans 6 mois, dans une année, dans 5 ans, ça sera différent. Parce que ce que je dis aujourd'hui n'était pas forcément vrai il y a 6 mois, ça change très souvent. C'est pour ça que si vous vous intéressez aux algorithmes, soit vous suivez des personnes comme moi qui parlent souvent de ça et qui vous transmettent ce qu'ils apprennent ou ce qu'ils ont découvert par eux-mêmes ou en lisant d'autres articles ou études, soit voilà, vous-même vous passez beaucoup de temps pour faire ça. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a des principes généraux qui sont toujours un peu valables et après des petites différences qui peuvent changer au fil du temps. C'est pour ça que je fais ce grand disclaimer. Concentrez-vous sur les principes qui font du sens par rapport « Ah oui, là c'est logique que l'algorithme fonctionne comme ça parce que ça va plaire aux humains ». Lorsque vous voyez que l'algorithme apparemment impose des règles qui sont un peu contre-intuitives par rapport à ce que les humains veulent, à vous de décider si vous appliquez ou pas ces choses, mais mieux vaut appliquer les choses qui sont des principes qui ont l'air tout à fait logiques par rapport à l'humain, plutôt que les trucs qui semblent très illogiques et qui parfois sont juste des tests. Parce qu'il faut aussi dire ça. On parle de les algorithmes au pluriel. LinkedIn peut très bien, donc Microsoft, tester sur mobile d'un certain pays une surcouche de son algorithme pour voir ce que ça donne, puis peut-être que sur mobile d'un autre pays, il ne le teste pas. Ou peut-être que sur desktop, il ne le teste pas. Donc en fonction de l'environnement, en fonction de la journée, en fonction du pays où on se trouve, en fonction de la thématique qu'on traite, LinkedIn pourrait appliquer des couches différentes de son algorithme. C'est pour ça que, encore une fois, personne ne peut prétendre « Oui, je connais l'algorithme de LinkedIn, je vais tout vous expliquer ». C'est pas ça, c'est pas du tout ce que je vais essayer de faire. Je vais essayer de vous donner des critères qui sont encore valables aujourd'hui et qui le seront certainement encore plus tard, qui font que votre post sera plus ou moins vu s'ils sont cumulés. Donc encore une fois, aucun critère n'est un no-go, donc ne faites absolument pas ça. Aucun des critères est faites absolument ça et vous allez cartonner, c'est pas ça. C'est le fait de suivre un ensemble de critères qui peut faire la différence. Donc je reviens à ce que je disais. LinkedIn voit que M. Freund ici, il poste un certain contenu. Pour savoir si le contenu est de qualité, donc LinkedIn va prendre de façon aléatoire sur les 23 000 abonnés, il va prendre une certaine proportion de ces gens. Par exemple, 5-6%. Ça va dépendre déjà de la taille du réseau. On peut imaginer que plus le réseau est grand, donc là on parle de 23 000 personnes, eh ben, plus le pourcentage sera faible. On peut aussi imaginer, et ça on le sait à coup sûr, que en fonction du SSI, en fonction de la valeur du SSI, ce pourcentage sera aussi plus ou moins élevé. Donc vous vous rappelez, le SSI, c'est le score dont je vous avais parlé, que chez moi il est un petit peu plus faible que d'habitude, parce que je n'ai pas fait grand-chose sur LinkedIn, mais ce n'est pas le point. LinkedIn va pondérer, va prendre ce score-là, qui actuellement chez moi est de 72, il peut être plus haut, il peut être plus bas, c'est sans importance. Mais justement, il va, en fonction du SSI et en fonction de la taille du réseau, LinkedIn va montrer, donc pour l'occurrence de M. Freund, il va prendre une certaine partie de ces 23 000 personnes et il va montrer le fameux contenu. Alors là, maintenant, je suis sur un post de Sonia Chardonnant. Donc, il va montrer le fameux contenu. Donc, en fait, il va tester ce contenu. Et à partir de là, pendant une phase qui dure probablement entre 60 et 90 minutes, donc on va dire à peu près entre 1 heure et 90 minutes, mais encore une fois, prenez ça avec des pincettes. Ce qu'il faut comprendre, c'est dans une phase initiale d'environ 1 heure, LinkedIn va tester, voilà, dans le cas de Sonia, alors Sonia, elle a quoi? Elle a 3000 abonnés, on va dire, donc peut-être que LinkedIn va montrer ça à 150 personnes, on va dire 5%. Les 150 personnes,
je répète, c'est variable selon le SSI, c'est variable à la taille du réseau de Sonia, mais c'est aussi variable avec les gens avec qui elle s'est connectée récemment. Donc là, je vous donne un élément clé, en tout cas sur LinkedIn. Les gens avec qui vous vous connectez sont susceptibles de voir vos prochains contenus. Donc si aujourd'hui ou cette semaine, je me connecte avec 50 personnes, il y a de très grandes chances que ces 50 personnes-là vont voir mon prochain contenu parce que c'est une connexion récente. De même avec les gens avec qui vous échangez régulièrement. Si sur LinkedIn, vous chattez tous les jours avec un ami, il y a de grandes probabilités que vous voyez une bonne partie de ces contenus de votre ami. Donc, les échanges que vous avez en messagerie privée, plus les connexions récentes, sont des gens qui probablement ont de grandes chances de faire partie du panel de personnes qui font partie du test de la publication au tout début. Donc là, Sonia, elle a publié ce contenu et pendant la première heure, donc là, elle a publié à 23 heures. Donc là, on n'est pas dans cette heure-là. Hein. Là, je vois ce contenu pour une autre raison. Je ne suis pas dans le panel. Je vais voir, en fait, si je me mets dans le panel, il faut que je me mette en récent. Voilà, donc 3 heures, c'est pas assez récent. Là non plus, un jour. 4 heures. Voilà, ok. Là, vous voyez, Pauline, là, elle a publié il y a 18 minutes ce contenu. Et je fais partie du panel qui apparemment qui fait partie du test en fait. Donc je suis dans cette première phase. LinkedIn va observer qu'est-ce que je fais. Par exemple, là, au moment que je vous parle, je passe du temps sur cette publication. Donc LinkedIn enregistre, ah bah tiens, Giuseppe et peut-être d'autres personnes sont en train de passer du temps sur cette publication. C'est un premier signal que j'envoie à LinkedIn. Ensuite, ce que je peux faire, c'est la phrase d'accroche m'a plu. Hein, là, je ne la lis même pas parce que je vous parle en même temps, je n'arrive pas à lire en même temps. Je clique sur voir plus. J'ai envoyé un deuxième signal à LinkedIn. J'ai envoyé un signal d'intérêt. Donc LinkedIn enregistre aussi ce signal. Maintenant, je passe encore du temps, je lis, peut-être LinkedIn observe que je monte et je descends. Ça, on ne peut pas le savoir avec exactitude. C'est probable que ceci ne le fait pas, mais on ne peut pas le savoir avec exactitude, mais c'est possible qu'il ne le fait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il voit que je passe un certain temps là-dessus. Donc, j'envoie un certain signal. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je peux liker, il y a différents types de likes. Je peux commenter, je peux republier, je peux envoyer. Je peux cliquer, par exemple ici, chaque fois que je clique, ça peut aussi envoyer un signal d'intérêt. Là, en fait, je suis en train de faire quoi? Je suis en train indirectement de booster la publication de Pauline. Pourquoi ça? Parce qu'à la fin de cette heure de test, hein, quand je dis l'heure, vous comprenez, c'est les premières 60, 90 minutes, mais c'est peut-être 50, c'est peut-être 100 minutes, c'est égal. Hein. Mais à la fin de cette période qui dure à peu près 1 heure, LinkedIn va tirer des sommes, va dire « Ok, Sonia, elle a créé ce post, je l'ai montré à 150 personnes. Sur 150 personnes, il y a à peu près 10% qui ont manifesté un fort intérêt. Et ce n'est pas juste 10%, c'est un calcul beaucoup plus complexe, composé de plein de variables, et je vous en donner quelques-unes. Les variables, bien entendu qu'elles vont changer au fil du temps. La pondération de chaque variable, bien entendu qu'elle va changer au fil du temps. Mais ce qu'il faut retenir, je pense que vous l'avez compris, c'est il faut absolument que dans la première heure de vie de votre post LinkedIn, il faut qu'il y ait des interactions. Il faut qu'il y ait les gens qui manifestent un intérêt. Il faut qu'il y ait de l'émulsion. Et c'est ça qu'on doit tenter de générer. Je sais que je ne révèle rien de spécial, mais il faut le comprendre. Ce qui passe dans la première heure est essentiel. Et je vais revenir sur ça un petit peu plus tard. Je ne veux pas vous perdre en ouvrant cette parenthèse, mais je l'ouvre quand même. C'est pour cette raison qu'il existe ce qu'on appelle des pods. Un pod, c'est quoi? C'est un groupe d'engagement, des personnes qui s'entraident entre elles. Alors, très concrètement, quand je forme par exemple une entreprise, et imaginez, je forme une entreprise avec 100 salariés, je forme 3 à 4 personnes du service marketing, ok? Ces 3 personnes du service marketing, elles sont en charge de créer les posts LinkedIn pour toute l'entreprise. Mais dans l'entreprise, il y a 100 salariés. Si ces 3 personnes qui créent des contenus pour l'entreprise, pour la visite de l'entreprise, se débrouillent pour que leurs collègues voient l'existence de ces posts dans la première heure
et donc il like, il commente, il reposte, etc., ça va créer cette émulsion. Et LinkedIn va observer ça. LinkedIn peut aussi très très bien observer que ces 100 personnes travaillent dans la même entreprise, mais ça c'est un autre débat. Ce fait-là, le fait d'obtenir au tout début de la vie d'un post de l'agitation des personnes qui font des actions dessus, si c'est organisé, on peut appeler ça un pod, P-O-D. Un pod peut être totalement automatisé. Il y a des applications, en tout cas dans le passé, qui faisaient ça. Donc, il y a des gens qui payaient un petit abonnement. Et puis, elles faisaient, grâce à ça, à la minute où elles postaient, il y avait tout d'un coup 50 likes, enfin, très rapidement des interactions. Ces posts automatisés, je le dis tout de suite, ne participez absolument pas à ce genre de choses parce que c'est très facilement détectable et ça ne booste que la fameuse première heure. Donc, c'est des posts qui sont un petit peu boostés au début et qui meurent ensuite. Donc, les pods, POD automatisés, les groupes d'engagement, si vous avez entendu parler, automatisés, oubliez ça, ne participez absolument pas à ça. Vous pourriez même, si LinkedIn le détecte, être shadow ban, c'est-à-dire vous continuez à utiliser votre compte, mais vous ne savez pas pourquoi vos posts sont plus vus, etc. C'est parce que LinkedIn voit que vous trichez de façon flagrante et justement peu qualitative. Par contre, on peut mettre en place ce qu'on appelle des pods de façon, pas automatisée, mais des pods humains avec des vraies personnes qui ont soit des centres d'intérêt en commun, soit qui travaillent dans la même entreprise, soit qui font partie du même groupe, comme ici, là on est un groupe, donc dans le cadre du bootcamp qu'on va mettre en place pour ceux qui sont intéressés, on va créer aussi des pods qui seront non automatisés, mais des pods manuels, dans lesquels on fera en sorte d'avoir ce petit boost initial qui est en réalité nécessaire lorsqu'on débute. Parce qu'aujourd'hui, vu qu'il y a de plus en plus de gens qui veulent créer du contenu, on a beaucoup plus de concurrence. Donc, savoir ce tout petit boost très, très simple au début, pendant la première heure, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. Et en fait, les pods, organisés ou pas, existent dans la vraie vie, tout simplement parce que lorsqu'on réseaute, lorsqu'on donne de la valeur aux gens, on s'intéresse aux gens, naturellement, les gens après veulent nous donner des coups de pouce, alors ils like, ils commentent, parce qu'ils nous aiment bien, parce que voilà, on a ce qu'on dit est intéressant pour eux, mais aussi parce que la personne qu'on est, ils veulent nous soutenir, et donc il y a des pods naturels qui se créent. C'est pour ça que là, vous voyez, je vous disais tout à l'heure, il ne faut pas confondre « Ah, je ne veux pas bosser pour l'algorithme, je veux travailler pour l'humain ». Justement, entretenir des liens avec les humains, avoir de bonnes relations avec les autres, avoir en fait des amis, on va dire, dans le sens réseau social du terme, est vraiment une très 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 bonne chose parce que ça permet de pousser nos posts de façon naturelle. C'est ce qu'on pourrait appeler un pod ou un groupe d'engagement naturel sans rien demander à personne. Voilà, je ferme donc cette parenthèse sur les pods. On en reviendra tout à l'heure, surtout dans le cadre du bootcamp, parce qu'un pod automatisé ou même un pod humain qui n'est pas automatisé mais qui est mal implémenté va vous desservir. Donc ne faites pas un pod sans règles, ne créez pas un groupe d'engagement où les gens se commentent les uns les autres sans comprendre comment ça marche, parce qu'il n'y a pas que la première heure, mais il y a les phases dont on va parler tout à l'heure. Faites ça plutôt avec quelqu'un qui va vous accompagner, dans le cadre par exemple du bootcamp qu'on va faire, ou bien avec quelqu'un qui connaît bien l'algorithme. Sinon, vraiment, c'est mieux de ne pas avoir de pod, c'est mieux de ne pas faire partie d'un groupe d'engagement que faire partie d'un mauvais groupe d'engagement. Voilà, je ferme la parenthèse. On va revenir maintenant un petit peu et on va discuter de quels sont les signaux qu'on peut envoyer justement dans cette première heure, mais aussi dans les phases suivantes, pour comprendre en fait qu'est-ce qui est important, en tout cas à l'heure actuelle où je parle. Donc là, on va donner un certain nombre de points à certaines actions, en sachant que ces points peuvent changer au fil du temps, mais ce n'est pas très important de retenir les points. Ce qui est important de retenir, c'est la simple vérité que j'ai dit tout à l'heure. Dans la première heure que vous postez, faites en sorte d'avoir quelques interactions. Parce que si vous postez, il n'y a personne qui clique sur voir plus, il n'y a personne qui fait un like, il n'y a personne qui reposte, il n'y a personne qui commente. Après cette première phase de 5-6% de gens qui auront vu votre post, le post va mourir et c'est pratiquement fini. Par contre, que fait LinkedIn ? Si vous obtenez un certain score, je dis score, mais c'est une évaluation interne à LinkedIn, LinkedIn va repartir pour un deuxième tour. Il va dire, OK, les 5-6% de gens à qui j'ai montré, ils ont aimé, ils ont liké, ils ont interagi. OK, ce post devrait avoir de la valeur. Alors LinkedIn repart pour un deuxième tour qui va durer beaucoup plus longtemps, probablement entre 6 et 10 heures. Moi, j'aime bien dire 8-9 heures, mais voilà.
Donc, on n'est plus sur 1 heure, mais on est sur 8 heures, on va dire, supplémentaires, où c'est les mêmes critères qui entrent en jeu, mais cette fois, le post est montré à une plus grande catégorie de personnes qui sont toujours dans votre cercle. Ça veut dire quoi? Que dans la première heure, il n'y a en général que les personnes qui sont des abonnés de niveau 1 ou des contacts de niveau 1 qui vont voir le post. Et aussi dans la deuxième phase, ça sera toujours des gens qui sont dans ce premier cercle, donc les gens avec qui vous êtes connectés ou les gens qui vous suivent de façon directe. Alors là, je vais lire quelques notes maintenant pour la suite, en sachant que, encore une fois, c'est valable aujourd'hui, ça pourrait changer plus tard, mais voilà, ce qui compte, c'est de comprendre si, par exemple, vous voyez le post d'un ami, voilà, vous voyez le post d'un ami sur votre flux, et vous souhaitez vraiment, vraiment aider cet ami, sachez que certaines choses que vous pourriez faire auront plus d'impact, vous en tant que spectateur de ce post, auront plus d'impact que d'autres. Alors, la chose qui a le moins d'impact actuellement aujourd'hui, mais c'est vraiment valable depuis longtemps, c'est le simple like. Donc, vous faites un post, un ami fait un like, on va dire que ça vaut, c'est pour donner une mesure comparative. On va dire qu'un like vaut 1 point. Donc, vous avez votre post, vous publiez, l'ami, il le voit, il like, ça vous fait 1 point. Maintenant, l'ami, il va maintenant cliquer sur voir plus. Vous vous rappelez, avant, je vous ai montré le petit bouton voir plus. Ça vaut 2 fois plus qu'un like. Donc, des fois, on dit à nos amis, ah, va là-bas et like mon post. Mais si l'ami, il va et il like et il s'en va, c'est moins bien que s'il était venu, il avait vu le post, il avait cliqué sur voir plus. Voir plus, ça vaut comme 2 likes. Donc, si vraiment vous lui demandez de faire quelque chose, dites-lui, clique sur voir plus, puis ensuite tu likes. Du coup, ça vous fait 3 points. Parce que le like, c'est 1 point, voir plus, c'est l'équivalent de 2 points. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, le fait de reposter un contenu, ça vaut vraiment beaucoup, plus qu'avant en fait. C'est un peu comme Twitter. Avant, sur LinkedIn, le fait de reposter, donc vraiment, dans la même formation que j'ai donnée l'année dernière, j'avais dit, si on fait un simple repost d'un contenu, je pense que je l'ai même dit en début d'année, parce que ça, c'est vraiment tout récent que les études, les dernières études prouvent ceci. Quand j'y prouve, encore une fois, c'est par corrélation. C'est par corrélation, mais bon, c'est très, très, très probable que c'est le cas. Avant, on disait, voilà, un simple repost, c'est pratiquement comme un like, voire moins. Aujourd'hui, un repost sans aucun commentaire même, ça vaut vraiment beaucoup. Donc par exemple, là vous voyez, je suis vraiment en train de voir un post tout récent, il a 5 minutes, donc je suis vraiment dans le panel des gens qui sont utilisés donc, pour en fait donner son... Enfin, LinkedIn teste ce post-là avec moi. Et vous voyez là, ça contredit un truc que j'ai dit tout à l'heure, parce qu'effectivement, je l'ai simplifié. Vous voyez, moi en fait, je suis dans le 2e degré par rapport à l'auteur du post. Frédéric, je ne suis pas un premier niveau. Mais pourquoi LinkedIn a décidé de me le montrer? Parce que quelqu'un qui est dans mon premier niveau, qui s'appelle Frédéric Canvel, je le connais directement, vous voyez, en fait, ça contredit, en même temps ça prouve ce que je disais, a décidé de republier ce contenu. Donc la republication de Frédéric, qui est connecté à l'autre Frédéric, donc Frédéric Canvet a republié le post de Frédéric Sacal. Et donc, même que le post n'a que 5 minutes, du coup, je le vois parce que je suis dans le réseau de la personne qui a republié. On parle de ça, en fait. Quand quelqu'un est sur votre post, donc là, je vous parle, je suis en juin 2023, mais c'est probable que ça ne va pas changer dans les prochains mois. Au moment où je vous parle, si je fais republier sans donner mon avis, donc une simple republication, c'est l'équivalent de 6 points. J'ai bien dit 6, donc c'est vraiment énorme. Alors que si je republie en donnant mon avis, c'est moins boostant pour le post. Alors, si je donne mon avis, c'est intéressant pour moi, en tant que personne qui donne mon avis, parce que ça crée mon propre post à moi. Mais si je ne donne pas mon avis, c'est très intéressant pour la personne qui est l'auteur original, parce que je lui donne un super boost de 6 points. Vous imaginez? C'est comme si j'avais fait... c'est 6 fois un like. Republier
sans donner l'avis, c'est 6 fois un like. C'est ça qu'il faut comprendre. Et maintenant, j'apporte une petite nuance et j'espère que je ne vais pas trop compliquer en apportant la nuance. Si cette nuance elle ne vous parle pas, ignorez-la, mais je la donne pour ceux qui sont plus avancés. Frédéric Canvet, qui est directement connecté à Frédéric Scazal, quand lui l'a republié, il a apporté 6 points, parce qu'il fait partie du réseau direct. Moi qui suis dans le réseau de celui qui a republié, et je ne suis pas dans le réseau de l'auteur, si moi je republie, ce n'est pas 6 points que je donne, mais c'est 2. Donc en fait, il faut distinguer tout ce que je vous disais tout à l'heure. Il y a les actions faites par le réseau direct de l'auteur, elles auront une certaine pondération de points, et les actions faites par les personnes qui sont dans le réseau des personnes qui ont elles-mêmes interagi, mais qui ne sont pas l'auteur du post. Donc il y aura une pondération différente. Je répète si ça ajoute de la clarté. Si moi aujourd'hui je poste un contenu, et vous êtes dans mon réseau numéro 1, vous êtes connecté à moi, ce que vous allez faire vous va avoir plus de poids que ce que vont faire les personnes après vous qui vont voir le même post grâce à vos interactions. Donc c'est comme s'il y a une perte de valeur dans la pondération des points. Par exemple, la republication, c'est 6 points qui sont accordés si c'est quelqu'un qui est dans le réseau direct de l'auteur, c'est que 2 points pour la même action, republication, si c'est fait par quelqu'un qui est dans le 2e niveau par rapport à l'auteur. Et c'est totalement logique. LinkedIn fait quelque chose de totalement logique. Quand c'est quelqu'un qui est en contact avec vous, qui fait une action, c'est normal que ça a plus de poids que si c'est quelqu'un qui est en contact, oui, mais de 2e degré. Je vais utiliser cette slide, ça va être plus facile. Cette slide, elle récapitule voilà, des conclusions vraiment très récentes. Voilà. Je ne sais pas c'est quoi couleur, orange, beige, on voit les points lorsque c'est le réseau de l'auteur du post. Et en noir lorsque c'est le réseau d'une personne qui s'est engagée avec le post. Alors par engagement, on veut dire toutes ces actions-là. Like, voire plus, reposter avec des mots, reposter direct sans mettre des mots, commenter, et le commentaire lui-même un engagement, commenter avec la réponse de l'auteur et commenter avec la réponse d'un autre auteur encore. Pardon. Vous voyez, donc la pondération des points, elle varie. Mais finalement, il n'y a pas besoin d'apprendre ça par cœur. De toute façon, ça va changer. Ce qu'il faut comprendre, c'est que obtenir un instant repost par quelqu'un qui est dans le réseau de l'auteur, c'est génial, c'est 6 points. Obtenir un commentaire par quelqu'un qui est dans le réseau de l'auteur, c'est vraiment top, 7 points. Donc voilà ce qu'il faut viser. Lorsque vous faites un post, visez absolument soit des republications par des gens qui sont dans votre réseau, soit des commentaires par des gens qui sont dans votre réseau. Si vous avez des commentaires par des gens qui ne sont pas dans votre réseau, bah ça vous fera 5 points au lieu de 7, mais c'est quand même très bien. Mieux vaut 5 points grâce aux commentaires d'une personne qui n'est pas dans votre réseau à vous, qui est dans le réseau de quelqu'un qui lui-même s'est engagé auparavant sur votre post, plutôt qu'avoir un simple like. Donc, en fait, je pense que ce like, ça vient de l'époque de Facebook où il n'y avait que le like. Hein. À l'époque, Facebook, c'était like. Mais les likes, c'est bien, mais ça n'apporte pas grand-chose. Donc, si vous voulez demander à quelqu'un qui vous donne un coup de pouce, justement, sans faire de jeu de mots, ne lui demandez pas un coup de pouce, mais demandez-lui un commentaire, demandez-lui une republication. Ou, pourquoi pas, vous pouvez demander typiquement qu'il vienne répondre à un commentaire qui est déjà là. Et vous-même, vous allez répondre à ce commentaire. Et vous-même, en tant que personne qui a créé le post, eh ben ça crée de l'engagement. Et c'est ça qu'il faut retenir. Il faut écrire des posts de telle façon. C'est pour ça que lorsqu'on a parlé de la création de contenu, je vous disais, pas forcément d'être clivant, mais de prendre position. Vous-même prendre position, à donner votre avis assez clair et franc et bienveillant sur une question, et inviter les gens soit à vous contredire s'ils ne sont pas d'accord, soit à vous donner des arguments, soit à dire pourquoi ils sont d'accord. Invitez-les à s'exprimer parce que c'est la discussion sous le post qui sera le méga boost dans les heures qui suivent la publication du post. Voilà, donc pour faire simple, les conclusions de Richard. Donc si vous parlez l'anglais, moi je vous conseille de suivre ce monsieur qui s'appelle Richard van der Blom. C'est un néerlandais qui publie souvent des études. Alors bon, ce n'est pas le seul qui publie des trucs de qualité, mais voilà.
Voilà, donc là, lui, il résume comme ça. Donc aujourd'hui, c'est une réalité. Et je vous encourage en fait à retenir ça, hein. S'il n'y a qu'une chose à retenir, c'est ce qui... Alors là, j'ai un doute. Est-ce que j'ai enregistré la première partie? Parce que... En fait, j'ai un petit... Je vous l'explique, hein, j'ai un petit bouton là pour faire pause des fois, pour changer de scène. Donc quand je dois boire ou comme ça. Et j'ai l'impression que ce que j'ai dit tout à l'heure n'a pas été enregistré. Donc il faut que je trouve un mécanisme pour voir si c'était enregistré pour pas dire deux fois la même chose. Ah bah mince, je ne peux pas le faire, ça m'embête. Je ne peux pas voir si tout à l'heure, pendant que je parlais, c'est enregistré ou pas. Donc je suis obligé en quelque sorte de couper cette vidéo, ça sera la première partie. Quelque part ça tombe bien parce que ça fait déjà 40 minutes que je parle et je voulais faire une vidéo de 45 minutes pour parler de tout. Mais là au rythme où je vais, il faudra 1h30. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer de trouver un moment pour faire une deuxième vidéo, toujours où j'enregistre, où je parle de l'algorithme. Parce que j'ai encore plein de trucs à vous dire sur l'algorithme. Je suis désolé, j'ai peut-être fait trop de digressions ou trop répété les mêmes choses. Bah voilà, des fois ça se passe comme ça lorsqu'on enregistre une vidéo. J'ai encore plein de trucs très précis à vous dire par rapport à l'algorithme, des choses à faire et ne pas faire, en tout cas actuellement. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi, pour que vous voyez les principes qui sont derrière. Je ne veux pas que vous preniez juste des règles, mais vous compreniez les principes derrière pour plus tard faire votre propre règle. Donc je vais le faire dans une deuxième vidéo. Après, de toute façon, on a la session dans laquelle on sera en direct live où je vais répondre à vos questions. Donc du coup, cette leçon 6, bah, ça sera 2 vidéos où on parle d'algorithme, plus encore la session de questions-réponses. Puis du coup, ça va me permettre de voir aussi, est-ce que j'ai dit ce que je devais dire, et comme ça je ne prends pas le risque de répéter 2 fois une longue tirade de 5 minutes et vous ennuyer. Donc maintenant je coupe cette vidéo, je regarde si ça avait enregistré ou pas la partie que je voulais enregistrer, et puis merci d'avoir vu jusque là. On se voit pour la deuxième vidéo où c'est pas que je vais essayer, je vais être beaucoup plus direct et vous donner des choses vraiment à faire et ne pas faire actuellement et les principes qu'il y a derrière, et puis après on se reverra pour le live. Et donc, à tout de suite si vous voyez de suite la deuxième vidéo. Ciao!